Dans les archives départementales de la Martinique, une seule ligne manuscrite résume 30 années de silence. Les chiens de la plantation Valcourt ont cessé d'aboyer le 23 octobre 1847. Ce qui suit dans ce document jamais publié révèle l'une des vengeances les plus méticuleuses et les plus terrifiantes de l'histoire des Antilles françaises. Avant de plonger dans cette histoire glaçante, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre présence nous accompagne dans ces récits oubliés du passé. L'année 1820 marque le début de notre récit, dans les hauteurs verdoyantes de la Martinique, où les plantations de canne à sucre s'étendent à perte de vue sous le soleil des Caraïbes. La plantation Valcourt, située dans les mornes du nord de l'île, compte parmi les plus prospères de la colonie française. Ces 3000 hectares de terres fertiles nourrissent les coffres de la famille Valcourt depuis plus d'un siècle. Adrien de Valcourt, propriétaire de 43 ans, règne sur ce domaine avec une autorité que seuls comprennent ceux qui ont grandi dans l'absolue certitude de leur supériorité. Ancien officier de la Marine royale, il a hérité de la plantation à la mort de son père en 1818 et depuis, chaque journée commence par le même rituel, la promenade matinale avec sa meute de chiens de chasse. 7 molosses magnifiques, dressés pour traquer les esclaves en fuite, constituent la fierté et la terreur du maître Valcourt. Ces bêtes, nourries quotidiennement à heure fixe, incarnent le pouvoir absolu du propriétaire sur ses terres et ses hommes. Leurs aboiements résonnent dans la vallée comme un rappel constant de l'ordre établi, de la hiérarchie immuable qui régit ce petit monde tropical. C'est dans ce contexte qu'évolue Toussaint, un esclave né sur la plantation en 1805. Dès l'âge de 6 ans, une tâche particulière lui a été assignée: nourrir les chiens de son maître. Chaque matin, à 5 heures précises, le petit garçon se rend aux cuisines pour préparer la pâtée des molosses. Cette responsabilité, qui pourrait paraître anodine, revêt une importance capitale dans l'économie de la plantation. Les chiens bien nourris chassent efficacement, et les esclaves qui tentent de s'enfuir sont rapidement rattrapés. Toussaint grandit donc au rythme des repas canins, développant une connaissance intime de chaque animal, de ses habitudes, de ses préférences alimentaires, de ses tempéraments. Hercule, le plus imposant, préfère la viande saignante. Tonnerre, le plus rapide, raffole des abats de porc. César, le plus intelligent, sait reconnaître l'odeur de Toussaint à 50 mètres. Cette proximité quotidienne avec les instruments de terreur de la plantation forge chez le jeune homme une compréhension profonde des mécanismes de pouvoir qui l'entourent. Les autres esclaves regardent Toussaint avec un mélange de compassion et de méfiance. Nourrir les chiens du maître, c'est participer d'une certaine manière à l'oppression de ses propres frères. Mais Toussaint, lui, observe, apprend et retient. Chaque geste, chaque parole du maître Valcourt, chaque réaction des animaux s'imprime dans sa mémoire avec une précision qui, des années plus tard, se révélera décisive. L'événement qui marque le début de la tragédie survient par un matin brumeux de mars 1835. Toussaint, alors âgé de 30 ans, effectue sa tournée matinale habituelle lorsqu'il découvre Hercule, le chien favori du maître, en train de dévorer quelque chose dans les buissons bordant la plantation. En s'approchant, le jeune homme découvre avec horreur les restes d'un enfant. L'enfant s'appelle Petit Jean, un garçonnet de 8 ans, fils de Marie-Claire, une esclave des champs. Depuis 3 jours, l'enfant avait disparu, et les recherches menées par les contremaîtres s'étaient révélées infructueuses. Le maître Valcourt avait même promis une récompense de 10 livres coloniales à qui retrouverait l'enfant vivant. Mais voilà que Toussaint découvre la vérité dans toute son horreur. Petit Jean a servi de repas aux chiens. Ce qui glace le sang de Toussaint, ce ne sont pas seulement les restes de l'enfant, mais la réaction d'Hercule lorsque son maître apparaît. Le chien accourt vers Adrien de Valcourt, en remuant la queue, le museau encore maculé de sang, et ce dernier le caresse affectueusement en murmurant « Alors mon beau, tu as bien mangé ?»
Le regard que le maître pose alors sur Toussaint contient une lueur de satisfaction cruelle qui ne laisse aucun doute sur la nature intentionnelle de ce repas macabre. « Toussaint, dit Valcourt de sa voix froide et mesurée, tu nettoieras cette zone et tu n'en parleras à personne. Un accident peut arriver si rapidement aux enfants qui s'éloignent trop de leur mère. Le message est clair. Petit Jean n'est pas mort, accidentellement. Il a été livré aux chiens par son maître lui-même, probablement pour punir Marie-Claire de quelque faute imaginaire ou simplement pour rappeler aux esclaves les limites à ne pas franchir. Ce matin-là, en nettoyant les restes de Petit Jean, Toussaint prend une décision qui changera le cours de sa vie et celui de la plantation Valcourt. Il ne dit rien à Marie-Claire, qui continue de chercher son fils disparu avec l'énergie du désespoir. Il ne dit rien aux autres esclaves, qui murmurent d'entre eux des hypothèses sur la disparition de l'enfant. Mais dans le silence de son cœur, une résolution s'ancre avec la force d'un serment. Les chiens de Valcourt paieront pour ce qu'ils ont fait, et leur maître avec eux. 12 années s'écoulent. 12 longues années pendant lesquelles Toussaint continue de nourrir les chiens avec la même régularité, la même apparente docilité. Mais derrière cette façade de soumission se cache une préparation minutieuse. Toussaint étudie chaque aspect de la vie des molosses, leur cycle de reproduction, leurs maladies, leurs forces et leurs faiblesses. Il observe les visites du vétérinaire colonial, retient les noms des plantes toxiques de l'île, apprend à reconnaître les symptômes de diverses pathologies animales. Marie-Claire est morte en 1838, 3 ans après la disparition de son fils, le cœur brisé par un chagrin qui n'a jamais trouvé de réponse. Les autres esclaves ont fini par accepter que Petit Jean avait probablement été emporté par les courants de la rivière ou dévoré par les animaux sauvages de la forêt. Seul Toussaint connaît la vérité, et cette vérité grandit en lui comme une tumeur maligne, nourrissant sa haine et affinant sa détermination. Pendant ces 12 années, la plantation Valcourt prospère. Les récoltes de canne à sucre atteignent des records, les bénéfices s'accumulent. Et Adrien de Valcourt devient l'un des planteurs les plus respectés de la Martinique. Sa réputation de sévérité envers ses esclaves, loin de lui nuire, renforce son prestige auprès de ses pairs. Dans les salons de Fort-de-France, on cite en exemple sa méthode pour maintenir l'ordre sur sa plantation, une discipline de fer, des châtiments exemplaires, et surtout ces fameux chiens dressés qui dissuadent toute velléité d'évasion. Les molosses vieillissent, bien sûr. Hercule, le doyen de la meute, commence à montrer des signes de fatigue. Tonnerre a développé des rhumatismes qui ralentissent ses courses. Mais de nouveaux chiens viennent régulièrement rejoindre la meute, dressés selon les méthodes éprouvées de Valcourt, nourris par les mains fidèles de Toussaint. La rotation des générations canines assure la continuité du système de terreur qui régit la plantation. Toussaint, lui, est devenu un homme de 42 ans, au regard impénétrable. Sa fidélité apparente aux tâches qui lui sont confiées, en fait l'un des esclaves les plus appréciés du maître. Jamais une plainte, jamais une hésitation, jamais un regard de travers. Valcourt se félicite régulièrement d'avoir formé un si bon domestique, ignorant que cette docilité dissimule une intelligence et une détermination qui auraient glacé le sang du planteur s'il en avait soupçonné l'existence. Car Toussaint n'a pas seulement nourri les chiens pendant ces 12 années. Il a également étudié son maître avec la minutie d'un entomologiste observant un spécimen rare. Il connaît ses habitudes, ses faiblesses, ses peurs secrètes. Il sait que Valcourt souffre de cauchemars récurrents depuis la mort de sa femme en couche, 5 ans plus tôt. Il sait que le planteur boit de plus en plus, surtout les soirs de pleine lune. Il sait que la solitude ronge cet homme qui règne en maître absolu sur des centaines d'âmes, mais qui n'a personne à qui confier ses angoisses. Toussaint sait surtout que la seule véritable affection de Valcourt va à ses chiens. Ces animaux représentent pour le planteur bien plus que des outils de travail. Ils sont ses compagnons, ses confidents, les seuls êtres vivants devant lesquels il peut se montrer vulnérable.
Cette relation privilégiée entre le maître et sa meute constitue à la fois la force du système oppressif de la plantation et, comme Toussaint va le découvrir, sa principale faiblesse. L'année 1847 s'ouvre sur des tensions inhabituelles dans la colonie. Les échos lointains de la Révolution de février en France métropolitaine parviennent jusqu'aux Antilles, porteurs de promesses d'abolition de l'esclavage. Les planteurs s'inquiètent, les esclaves murmurent d'espoir, et dans ce climat électrique, la moindre étincelle peut provoquer un incendie. C'est dans ce contexte troublé que Toussaint décide de passer à l'action. Non pas par opportunisme politique, mais parce qu'il pressent que les temps changent et que sa vengeance, si elle doit s'accomplir, ne peut plus attendre. Il a passé 12 ans à se préparer pour ce moment, et maintenant, tout est en place. La première étape de son plan consiste à modifier subtilement l'alimentation des chiens. Rien de spectaculaire, rien qui puisse éveiller les soupçons. Simplement quelques herbes locales ajoutées à leur pâté, des plantes que les esclaves utilisent traditionnellement pour soigner les maux d'estomac, mais qui, administrées régulièrement et à faible dose, ont la propriété d'augmenter l'appétit et de modifier le métabolisme des animaux. Au bout de quelques semaines, les chiens de Valcourt manifestent un comportement inhabituel. Ils semblent constamment affamés, réclament leur nourriture avec plus d'insistance qu'à l'accoutumée et leur agressivité naturelle s'en trouve exacerbée. Le maître attribue ces changements à l'âge de certains molosses ou aux effets du climat particulièrement humide de cette saison. Il ne soupçonne pas que son fidèle Toussaint puisse être à l'origine de ces modifications comportementales. Parallèlement à cette préparation physiologique, Toussaint entreprend la partie la plus délicate de son plan, l'identification de sa cible humaine. Car contrairement à ce que pourrait suggérer le titre de cette histoire, ce ne sont pas les chiens eux-mêmes qui constituent l'objectif final de la vengeance de Toussaint. Les animaux ne sont que les instruments inconscients d'une justice qu'ils ne comprennent pas. La véritable cible, c'est Adrien de Valcourt, et pour l'atteindre, Toussaint a conçu un stratagème d'une sophistication diabolique. Le planteur a un neveu, Philippe de Valcourt, jeune homme de 25 ans, arrivé de métropole 6 mois plus tôt pour apprendre le métier de planteur sous la tutelle de son oncle. Philippe incarne tout ce que déteste Toussaint chez la classe des maîtres. L'arrogance naturelle, le mépris inconscient pour les esclaves, la certitude inébranlable de sa supériorité raciale. Mais Philippe possède aussi un défaut qui va se révéler fatal. Il est gourmand, paresseux, et surtout, il a pris l'habitude de se rendre secrètement aux cuisines la nuit pour dérober des restes de repas. Ces incursions nocturnes de Philippe dans les zones normalement interdites aux maîtres offrent à Toussaint l'opportunité qu'il attendait. Car les cuisines jouxtent les chenils, et la nuit, quand la plantation dort, les frontières entre les espaces se brouillent, les règles se relâchent, et l'impensable devient possible. Le 22 octobre 1847, Toussaint met en œuvre la phase finale de son plan. Cette nuit-là, conformément à ses habitudes, Philippe de Valcourt se glisse discrètement vers les cuisines pour satisfaire sa gourmandise nocturne. Mais il ignore que Toussaint l'attend, caché dans l'ombre, et que cette dernière transgression sera la dernière de sa vie. L'affrontement entre les deux hommes est bref, mais décisif. Philippe, surpris par la présence de l'esclave, n'a pas le temps de crier avant que Toussaint ne lui porte un coup fatal avec un couteau de cuisine. La mort du jeune maître est rapide, silencieuse, et surtout, elle passe inaperçue dans le silence de la nuit tropicale. Mais tuer Philippe n'était que la première étape du plan de Toussaint. La véritable vengeance commence maintenant, dans les minutes qui suivent le meurtre. Car Toussaint va donner le corps de Philippe à manger aux chiens de Valcourt, exactement comme Petit Jean avait été livré en pâture aux molosses 12 ans plus tôt. Œil pour œil, chair pour chair, la justice de Toussaint s'accomplira dans l'estomac des bêtes qui ont dévoré un enfant innocent. Le démembrement du corps se fait avec une précision chirurgicale. Toussaint a appris, au cours de ses longues années à nourrir les chiens, quelles parties de l'anatomie sont les plus appréciées des molosses, comment découper la viande pour qu'elle soit facilement digestible, quelle quantité distribuer à chaque animal pour éviter tout refus ou indigestion.
Cette connaissance intime des goûts canins, acquise dans l'innocence de l'enfance, trouve aujourd'hui son application la plus macabre. La distribution du repas s'effectue dans le calme de la nuit. Les chiens, rendus particulièrement affamés par les herbes que Toussaint leur administre depuis des semaines, se jettent sur cette nourriture avec une voracité qui dépasse leurs habitudes. En quelques heures, il ne reste plus rien de Philippe de Valcourt, si ce n'est quelques fragments d'os que Toussaint s'empresse d'enterrer dans un coin reculé de la plantation. Quand l'aube se lève sur la Martinique, le neveu du maître Valcourt a disparu de la surface de la terre, et seuls les chiens et Toussaint connaissent la vérité sur son sort. Mais la vengeance de l'esclave ne s'arrête pas là, car il lui reste encore à savourer le moment où Adrien de Valcourt découvrira ce qui s'est passé, et surtout à s'assurer que cette découverte se fera dans les conditions les plus traumatisantes possibles. Cette histoire vous donne-t-elle des frissons? Mettez un pouce en l'air et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. La vérité dépasse souvent la fiction. Le 23 octobre, au matin, Adrien de Valcourt s'éveille sans savoir que sa vie va basculer dans l'horreur. Le soleil des Caraïbes perce à travers les volets de sa chambre avec la même indifférence que tous les autres matins, mais quelque chose dans l'air lui semble différent. Un silence inhabituel règne sur la plantation, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Comme chaque jour depuis 27 ans, il se prépare pour sa promenade matinale avec ses chiens. Ses gestes sont mécaniques, rodés par des années de routine, la chemise de lin blanc, les bottes de cuir, le chapeau de planteur. Mais ce matin-là, une anxiété diffuse l'accompagne, un pressentiment qu'il ne parvient pas à identifier. Peut-être est-ce dû aux nouvelles troublantes qui arrivent de métropole, ces rumeurs d'abolition qui agitent les esprits dans toute la colonie. En descendant vers l'enclos des chiens, Valcourt remarque d'abord l'absence des aboiements matinaux qui, d'habitude, saluent son approche dès qu'il sort de la grande maison. Ce silence l'intrigue sans l'alarmer véritablement. Les molosses ont parfois des comportements imprévisibles, surtout quand le temps est lourd comme en cette fin d'octobre. Mais quand il atteint l'enclos, la vue qui s'offre à lui le fige sur place. Les chiens sont tous là, les 7 molosses, mais ils semblent différents, comme transformés par quelque expérience qu'il ne peut comprendre. Leur attitude n'a rien de la joie explosive qu'ils manifestent habituellement à sa vue. Au contraire, ils l'observent avec une sorte de gravité animale, presque de recueillement, qui glace le planteur. Hercule, le doyen de la meute, celui qui d'ordinaire bondit vers lui en aboyant de plaisir, reste couché près de la clôture. Ses yeux jaunes fixent son maître avec une expression que Valcourt n'arrive pas à déchiffrer. Le chien lèche encore ses babines avec une application méthodique, comme s'il savourait le goût persistant d'un repas exceptionnel. Cette vision dérange profondément le planteur sans qu'il puisse expliquer pourquoi. Tonnerre et César, habituellement les plus agités de la meute, demeurent étrangement calmes. Ils reniflent le sol autour d'eux avec une concentration inhabituelle, s'arrêtant parfois pour lécher certaines zones avec une insistance qui intrigue leur maître. Sur la terre battue de l'enclos, Valcourt remarque plusieurs taches sombres qu'il prend d'abord pour de la boue séchée. Mais en se penchant, il reconnaît la couleur caractéristique du sang coagulé. Ils ont dû attraper un rat, se dit-il pour chasser le malaise qui l'envahit. Mais quelque chose dans la distribution de ces taches, dans leur abondance, suggère une proie bien plus importante qu'un simple rongeur. Et puis, il y a cette odeur, à peine perceptible mais troublante, qui flotte dans l'air matinal. Une odeur de viande fraîche mêlée à autre chose qu'il ne parvient pas à identifier. C'est en appelant son neveu pour leur promenade habituelle que Valcourt commence vraiment à pressentir que quelque chose ne va pas. « Philippe !» crie-t-il vers la maison d'invités où loge le jeune homme depuis son arrivée de métropole. Sa voix résonne dans l'air sans obtenir de réponse. Il répète l'appel, plus fort cette fois, mais seul l'écho de sa propre voix lui revient, porté par la brise tropicale. Une vérification rapide dans la chambre de Philippe révèle un lit vide, non défait, qui suggère que son occupant n'y a pas dormi. Les vêtements du jeune homme sont soigneusement rangés dans l'armoire, ses affaires personnelles à leur place habituelle.
Rien n'indique un départ précipité ou une fuite volontaire. Où Philippe peut-il bien se trouver à cette heure matinale? L'inquiétude de Valcourt grandit au fil des heures. Il interroge d'abord les domestiques de la grande maison. Mathilde, la cuisinière, une mulâtresse âgée qui connaît tous les secrets de la plantation. Augustin, le majordome, ancien esclave affranchi qui a choisi de rester au service de la famille. Clarisse, la femme de chambre qui s'occupe du linge et du ménage. Tous affirment n'avoir pas vu Philippe depuis la veille au soir, quand il avait pris son dîner dans la salle à manger en compagnie de son oncle. Les esclaves des champs, questionnés à leur tour, ne savent rien de plus. Baptiste, le contremaître noir qui supervise les équipes de coupeurs de canne, assure que le jeune maître n'est pas venu au champ depuis plusieurs jours. Rémi, le charretier qui transporte les cannes vers l'usine, jure n'avoir croisé Philippe nulle part sur ses trajets quotidiens. Même Prudence, la vieille guérisseuse que tous consultent secrètement, affirme n'avoir eu aucune vision concernant le jeune homme. Seul Toussaint, avec son calme habituel et cette déférence parfaite qu'il affiche depuis tant d'années, suggère une explication rassurante. « Maître, votre neveu est encore jeune. Il a peut-être voulu découvrir l'île pendant la nuit, quand la chaleur est plus supportable. Vous savez comme les jeunes Français de métropole ont du mal à s'habituer à notre climat. Il reviendra sûrement avant midi, quand le soleil sera trop fort. » Cette hypothèse rassure momentanément Valcourt. Il se souvient de sa propre jeunesse, de cette curiosité qui le poussait à explorer les moindres recoins de la propriété familiale. Mais Philippe n'est pas un aventurier né. C'est un jeune homme plutôt casanier, plus habitué aux salons parisiens qu'aux sentiers de montagne martiniquais. Cette escapade nocturne ne lui ressemble guère. Midi passe sans nouvelles du jeune homme. Puis 1 heure, puis 2. L'inquiétude de Valcourt se mue progressivement en véritable angoisse. Il connaît les dangers de l'île, les ravines profondes où l'on peut chuter mortellement, les serpents venimeux qui se cachent sous les roches, les courants traîtres de la rivière qui ont déjà emporté plusieurs imprudents. Et puis, il y a toujours le risque d'une agression. Malgré l'apparente soumission des esclaves, des tensions couvant sous la surface, attisées par les rumeurs d'abolition qui circulent de plantation en plantation. Les recherches s'organisent dans l'après-midi. Valcourt mobilise tous les hommes valides de la plantation, contremaîtres, esclaves des champs, artisans, domestiques. Il divise la propriété en secteurs et confie à chaque équipe une zone à fouiller méthodiquement. Lui-même prend la direction des recherches les plus périlleuses, accompagné de ses chiens qu'il espère voir retrouver la trace de Philippe grâce à leur flair légendaire. Mais les molosses manifestent un comportement qui déconcerte totalement leur maître. D'habitude si efficaces pour suivre une piste, ils semblent aujourd'hui réticents à utiliser leur odorat. Ils reniflent le sol mollement, sans conviction, s'arrêtent fréquemment pour regarder Valcourt avec cette même expression grave qu'ils avaient ce matin dans l'enclos. Hercule, en particulier, refuse obstinément de s'éloigner de son maître, comme s'il cherchait à le protéger de quelque danger invisible. « Qu'est-ce qui vous prend ?» gronde Valcourt, exaspéré par l'attitude inhabituelle de ses chiens. « Allez, cherchez, trouvez Philippe. » Mais plus il insiste, plus les animaux paraissent troublés. Tonnerre gémit plaintivement, César tourne en rond sans but apparent, et les autres membres de la meute adoptent des postures de soumission qui n'ont rien à voir avec leur comportement habituel de chasseurs déterminés. C'est au coucher du soleil, alors que les équipes de recherche reviennent une à une bredouilles et épuisées, que Toussaint s'approche de son maître. L'esclave a participé aux recherches avec son zèle habituel, fouillant consciencieusement la zone qui lui avait été attribuée, interrogeant ses compagnons, proposant des hypothèses sur les endroits où le jeune homme pourrait se trouver. Maintenant, dans la lumière dorée du couchant, il arbore cette expression de fausse préoccupation qu'il maîtrise si parfaitement. « Maître, dit-il de sa voix respectueuse, celle-là même qu'il emploie depuis 37 ans pour s'adresser à la famille Valcourt, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Il y a dans son intonation une gravité nouvelle, une solennité qui fait frémir le planteur. Toussaint n'a jamais parlé ainsi auparavant, avec cette assurance tranquille de celui qui détient une information capitale.
Il guide Valcourt vers l'enclos des chiens, désormais vide, puisque les animaux accompagnent encore quelques équipes de recherche dans les zones les plus éloignées de la plantation. Le silence du lieu, troublé seulement par le chant des oiseaux nocturnes qui commencent leur concert vespéral, ajoute une dimension dramatique à cette découverte annoncée. Là, murmure Toussaint en désignant un coin de l'enclos, près de la clôture de bois qui sépare l'espace des chiens du reste de la propriété. J'ai remarqué que la terre avait été remuée récemment, comme si quelque chose avait été enterré, puis déterré. Il montre effectivement un petit monticule de terre fraîchement bougé, où quelques traces de grattage suggèrent une activité récente. Valcourt se penche et commence à écarter la terre avec ses mains. Ses doigts, habitués au maniement des outils de plantation, creusent avec une efficacité machinale, tandis que son esprit refuse encore d'envisager ce qu'il pourrait découvrir. La terre est meuble, facile à déplacer, comme si elle avait été récemment retournée puis tassée à la hâte. Ses doigts rencontrent d'abord un objet métallique, froid au toucher. En le dégageant complètement, Valcourt découvre avec un choc une bague en or, ornée des armoiries de la famille Valcourt. Pas n'importe quelle bague, celle de Philippe, celle que le jeune homme ne quittait jamais. Héritage de son père décédé, symbole de son appartenance à la noblesse coloniale et gage de sa légitimité à hériter un jour d'une partie des biens familiaux. La bague tremble dans la main de Valcourt, tandis qu'une terrible certitude commence à s'imposer à son esprit. Si cette bague se trouve enterrée dans l'enclos des chiens, c'est que Philippe y est venu. Mais pourquoi? Et surtout, que lui est-il arrivé pour qu'il abandonne ce bijou auquel il tenait tant? Il doit y avoir une explication, balbutie le planteur, la voix étranglée par une angoisse grandissante. Mais même en prononçant ces mots, il sent que l'explication, quelle qu'elle soit, sera terrible à entendre. Autour de lui, les ombres du soir s'allongent, transformant le paysage familier en un décor inquiétant où chaque forme pourrait dissimuler un secret effrayant. C'est alors que Toussaint, avec la patience de celui qui a attendu 12 ans ce moment précis, pose la question qui va ancrer définitivement l'horreur dans l'esprit de son maître. « Maître, vous souvenez-vous de Petit Jean, le fils de Marie-Claire, celui qui avait disparu il y a 12 ans, au mois de mars ?» Le nom de Petit Jean résonne dans la mémoire de Valcourt comme un glas funèbre. Bien sûr qu'il s'en souvient. Comment oublier cet enfant de 8 ans qui avait mystérieusement disparu et dont on n'avait jamais retrouvé le corps, malgré des recherches qui avaient duré des semaines? Comment oublier Marie-Claire, sa mère, qui avait sombré dans la folie avant de mourir de chagrin 3 ans plus tard? Mais surtout, comment oublier ce qu'il avait fait de cet enfant, cette punition exemplaire qu'il avait infligée pour décourager les autres esclaves de laisser leurs enfants vagabonder près de la grande maison? Petit Jean n'était pas mort accidentellement. Valcourt l'avait personnellement livré à ses chiens, après l'avoir assommé pour qu'il ne souffre pas trop. Une leçon terrible, mais nécessaire selon lui pour maintenir l'ordre sur la plantation. En relevant la tête vers Toussaint, Valcourt lit soudain dans le regard de l'esclave une vérité qui le glace jusqu'aux os. Ses yeux qu'il a vus tant de fois baisser respectueusement devant lui brillent maintenant d'une intelligence froide, d'une détermination implacable. Toussaint sait. Toussaint a toujours su. Et maintenant, Toussaint s'est vengé. Vous étiez là ce matin-là, poursuit l'esclave avec la même voix calme qu'il emploie pour annoncer le menu du repas ou l'état des récoltes. Vous m'aviez dit de nettoyer et de me taire. J'ai nettoyé, maître. J'ai nettoyé et j'ai attendu. 12 ans j'ai attendu. 12 ans à nourrir vos chiens en pensant à Petit Jean. La révélation finale tombe avec la simplicité terrible de l'évidence. Philippe a nourri vos chiens cette nuit, maître, exactement comme Petit Jean les avait nourris autrefois. J'ai simplement rendu à vos bêtes la monnaie de leurs pièces. La justice a parfois un goût de chair humaine, et vos molosses connaissent bien ce goût depuis longtemps. Valcourt chancelle, la bague de son neveu toujours serrée dans son poing. Autour de lui, le monde familier de la plantation bascule dans l'horreur. Les chiens qu'il chérit tant, ses compagnons fidèles qui incarnaient sa puissance et sa domination, viennent de dévorer son propre sang.
Et l'homme qui a orchestré cette vengeance atroce le regarde avec la satisfaction tranquille du devoir accompli. « Vous êtes fou !» murmure le planteur, mais sa voix manque de conviction. Car au fond de lui, il sait que Toussaint n'est pas fou. Il est juste patient. Terriblement, implacablement patient. Les semaines qui suivent la disparition de Philippe de Valcourt marquent le début de la lente décomposition de l'univers mental du planteur. Officiellement, pour les autorités coloniales et la société de Fort-de-France, le jeune homme s'est volatilisé sans laisser de traces, victime probable d'un accident dans les montagnes ou d'une chute fatale dans l'une des nombreuses ravines qui scarifient le paysage martiniquais. Le commandant Dubois, responsable de la gendarmerie locale, mène une enquête de routine avec le détachement réglementaire, mais ces hommes ne découvrent aucun élément tangible permettant d'élucider le mystère. Les investigations officielles durent 3 semaines. Les gendarmes interrogent méthodiquement tous les habitants de la plantation, esclaves, contremaîtres, domestiques. Ils fouillent les bâtiments, inspectent les alentours, questionnent les planteurs voisins. Toussaint répond à leurs questions avec la déférence parfaite qu'on attend d'un esclave fidèle. Il décrit sa routine quotidienne, ses tâches habituelles, ses observations sur les derniers jours de Philippe. Rien dans son attitude ne trahit la moindre implication dans cette disparition. Au contraire, il manifeste une préoccupation touchante pour le sort du jeune maître, proposant même de reprendre les recherches dans les zones les plus difficiles d'accès. Pendant cette période d'enquête, Adrien de Valcourt joue le rôle de l'oncle éperdument inquiet, avec une conviction qui abuse tout le monde, y compris lui-même par moments. Car une partie de son esprit refuse encore d'accepter la révélation de Toussaint. Il s'accroche à l'espoir irrationnel que tout cela n'est qu'un cauchemar, que Philippe va réapparaître un matin avec une explication banale de son absence. Mais cet espoir s'amenuise chaque jour davantage, rongé par la certitude grandissante que son neveu ne reviendra jamais. L'enquête se clôt par un non-lieu. Philippe de Valcourt est officiellement porté disparu, présumé mort par accident. Sa fortune personnelle, modeste mais non négligeable, revient à son oncle Adrien, selon les dispositions testamentaires qu'il avait prises avant son départ de métropole. Ironiquement, cette disparition enrichit donc le planteur, ajoutant la culpabilité financière au poids moral qui l'écrase déjà. Mais c'est dans l'intimité de ces nuits blanches qu'Adrien de Valcourt affronte la véritable dimension de ce qui s'est passé. Seul dans sa chambre, face aux ombres que dessine la lune tropicale sur les murs de sa demeure, il ne peut plus fuir la réalité. Philippe est mort. Philippe a été tué par Toussaint. Et Philippe a servi de nourriture aux chiens que lui, Adrien, chérissait comme ses propres enfants. Cette dernière réalisation constitue peut-être l'aspect le plus insoutenable de toute l'affaire, car Valcourt ne peut plus regarder ses molosses sans voir Philippe dans leurs yeux, sans imaginer les mâchoires qui ont déchiré la chair de son neveu, sans entendre les craquements d'os sous les crocs puissants qu'il a si souvent admirés quand il se refermait sur du gibier. Hercule, son chien préféré, celui qu'il caressait chaque matin avec une affection paternelle, a mastiqué le cœur de Philippe. Tonnerre, l'infatigable coureur, a broyé ses membres. César, l'intelligent, a léché le sang de sa famille. Les nuits de Valcourt deviennent un enfer peuplé de cauchemars récurrents. Il rêve que les chiens lui parlent avec la voix de Philippe, lui reprochant de les avoir nourris de chair humaine. Il s'éveille en sursaut, couvert de sueur, pour se précipiter vers l'enclos et vérifier que les molosses sont bien des animaux ordinaires, pas des démons accusateurs. Mais même éveillé, il entend dans leurs aboiements des échos de la voix de son neveu, des appels au secours qu'il n'a pas entendus cette nuit fatale d'octobre. Le jour lui apporte peu de répit. Valcourt évite désormais l'enclos des chiens, refuse de sortir pour sa promenade matinale traditionnelle, et passe de longues heures à contempler la bague retrouvée, seul vestige tangible de la tragédie. Il a fait enchâsser ce bijou dans un médaillon qu'il porte constamment sur sa poitrine, comme une relique douloureuse ou un cilice moral. Parfois, il sort ce médaillon et fixe les armoiries familiales en murmurant des excuses que personne n'entendra jamais. Toussaint,
fidèle à son rôle d'esclave dévoué, continue de nourrir les chiens avec la même régularité qu'auparavant. Mais il a discrètement cessé d'ajouter les herbes qui exacerbaient leur appétit. Les molosses retrouvent progressivement leur comportement normal. Ils aboient de nouveau avec enthousiasme, réclament leur caresse matinale, manifestent leur joie habituelle. Cette normalité retrouvée ne fait qu'accentuer le trouble psychologique de leur maître. Comment des animaux qui ont commis l'irréparable peuvent-ils redevenir si ordinaires, si innocents en apparence? Cette question torture Valcourt plus que tout le reste. Il aurait presque préféré que les chiens conservent une trace visible de leur crime, une culpabilité animale qui aurait justifié sa propre horreur. Mais ils redeviennent simplement des chiens, et lui seul porte le poids de ce qu'ils ont fait sous l'impulsion de Toussaint. Cette solitude morale achève de l'isoler du monde des vivants. L'abolition de l'esclavage, proclamée par le décret du 27 avril 1848, trouve Valcourt dans un état de délabrement mental qui le rend incapable de s'adapter aux nouveaux enjeux économiques et sociaux de la colonie. Pendant que ses confrères planteurs organisent la transition vers le travail salarié, négocient avec les anciens esclaves devenus ouvriers agricoles, modernisent leurs installations pour survivre à cette révolution économique, lui sombre dans une apathie qui condamne son entreprise. Sa plantation périclite rapidement. Les cannes à sucre pourrissent sur pied faute de bras pour les couper. L'usine s'arrête, les machines rouillent sous l'humidité tropicale. Les bâtiments d'habitation se dégradent, envahis par la végétation luxuriante qui reprend ses droits sur les terres autrefois si bien entretenues. En moins de 2 ans, le domaine Valcourt passe du statut de propriété modèle à celui de ruine pittoresque. Les affaires financières de Valcourt s'effondrent avec la même rapidité. Incapable de concentration, il multiplie les erreurs de gestion, signe des contrats désavantageux, investit dans des projets hasardeux sur les conseils d'aventuriers qui profitent de sa vulnérabilité. Sa fortune, accumulée par 3 générations de planteurs avisés, fond comme neige au soleil des Caraïbes. Les créanciers se pressent à sa porte, les huissiers dressent des inventaires, les notaires préparent des actes de saisie. Socialement, Valcourt devient progressivement un paria. Ses anciens pères, les grands planteurs de la Martinique, commencent par manifester de la compassion pour le malheureux oncle qui a perdu son neveu dans des circonstances si mystérieuses. Mais cette sympathie initiale se mue en gêne, puis en franche réprobation quand il constate qu'il ne fait aucun effort pour surmonter son chagrin et relever ses affaires. Certains murmurent que la disparition de Philippe l'a rendu fou. D'autres supposent qu'il culpabilise de n'avoir pas su protéger le jeune homme. Quelques-uns insinuent même qu'il cache quelque chose sur les circonstances de cette disparition. Ces rumeurs, bien qu'éloignées de la vérité, ajoutent encore au fardeau psychologique de Valcourt. Il se trouve progressivement exclu des cercles mondains de Fort-de-France, évité dans les réceptions, ignoré dans les clubs. Son nom, autrefois respecté, devient synonyme d'échec et de mystère sordide. Cette déchéance sociale parachève son isolement moral et précipite sa chute vers la folie. Toussaint, devenu homme libre grâce au décret d'abolition, choisit délibérément de rester sur la plantation en tant qu'ouvrier agricole. Cette décision surprend tous ceux qui s'attendaient à le voir partir vers Fort-de-France ou Saint-Pierre pour commencer une nouvelle vie loin des souvenirs de l'esclavage. Quand on lui demande pourquoi il reste, il répond simplement qu'il connaît bien cette terre, qu'il n'a pas d'autres compétences et que maître Valcourt a besoin de lui en ces temps difficiles. Mais Toussaint a ses vraies raisons de demeurer, des raisons qu'il ne confie à personne. Il veut être témoin de la lente agonie de son ancien maître, savourer chaque jour le spectacle de cette déchéance qu'il a orchestrée avec tant de patience. Sa vengeance ne s'est pas arrêtée au meurtre de Philippe. Elle se prolonge dans la contemplation méthodique de la souffrance psychologique d'Adrien de Valcourt. Chaque matin, Toussaint observe son ancien maître éviter l'enclos des chiens. Chaque soir, il le voit sombrer un peu plus dans l'alcool et la mélancolie. Chaque semaine, il constate les progrès de la ruine financière et sociale qui détruit méthodiquement tout ce que représentait la famille Valcourt. Cette lente destruction
lui procure une satisfaction profonde, presque sensuelle. C'est le goût de la justice rendue, si longtemps attendue. Mais Toussaint prend soin de ne jamais manifester ouvertement cette satisfaction. Au contraire, il se montre plus dévoué que jamais envers son ancien maître, multipliant les attentions, les services, les marques de fidélité. Il range la maison que Valcourt ne nettoie plus, prépare des repas que le planteur ne mange qu'à moitié, entretient tant bien que mal une propriété que personne ne dirige plus. Cette sollicitude apparente ajoute une dimension particulièrement perverse à sa vengeance. Il sauve les apparences pour mieux savourer la réalité de sa victoire. Les chiens, eux, vieillissent et meurent les uns après les autres selon le rythme naturel de l'existence canine. Hercule, le doyen de la meute, celui qui a commencé le festin macabre cette nuit d'octobre, s'éteint en 1850. Ces derniers jours sont marqués par une faiblesse croissante qui émeut Toussaint malgré lui. Car ce chien, instrument involontaire de sa vengeance, n'était coupable de rien d'autre que d'obéir à son instinct et aux ordres de son maître. La mort d'Hercule plonge Valcourt dans un désespoir qui surprend par sa profondeur. Il pleure ce chien comme il n'a jamais pleuré Philippe, avec une sincérité qui révèle l'étendue de sa désintégration mentale. Car Hercule représentait le dernier lien direct avec la tragédie d'octobre, le dernier témoin muet de ce qui s'était passé. Avec sa disparition, Valcourt perd l'un des derniers éléments tangibles qui donnaient encore un sens à sa culpabilité. Tonnerre suit l'année suivante, emporté par une maladie des reins que Toussaint aurait pu soigner s'il l'avait voulu. Puis César succombe à un accident stupide, se cassant une patte dans un trou et mourant d'infection faute de soins appropriés. Un à un, tous les témoins quadrupèdes de cette nuit fatale disparaissent, emportant avec eux les dernières preuves physiques du crime de Toussaint. Valcourt refuse obstinément de remplacer les chiens morts. Il ne supporte plus la présence de molosses sur sa propriété, ne peut plus tolérer leurs aboiements qui lui rappellent des souvenirs trop douloureux. L'enclos, autrefois si animé, se vide progressivement pour devenir un espace désolé où ne poussent plus que les mauvaises herbes. Cette désolation matérielle reflète parfaitement l'état d'âme du planteur déchu. En 1854, Adrien de Valcourt meurt dans l'isolement et la pauvreté, dans une case délabrée qui fut autrefois l'orgueilleux manoir de sa famille. Sa fortune dilapidée, ses terres vendues pour payer les dettes, il n'a plus rien de l'homme puissant qui régnait sur des centaines d'esclaves. La maladie qui l'emporte, une fièvre tropicale banale, achève simplement un processus de destruction commencé 7 years plus tôt par la révélation de Toussaint. À ses obsèques, seule une poignée de personnes sont présentes. Quelques anciens esclaves venus par charité chrétienne, un prêtre qui accomplit son devoir pastoral sans conviction, et Toussaint, venu rendre un dernier hommage à l'homme qui l'a détruit avec tant de patience et de minutie. Devant cette tombe modeste, si différente du mausolée grandiose que Valcourt avait fait construire pour ses parents, Toussaint ressent un mélange complexe d'émotions. Il y a d'abord la satisfaction du devoir accompli. Justice a été rendue pour Petit-Jean, pour Marie-Claire, pour tous les esclaves morts sous les coups ou dévorés par les chiens des maîtres. La vengeance qu'il a ourdie pendant tant d'années s'est révélée plus efficace que tous les soulèvements, plus destructrice que toutes les révoltes. Un seul homme patient et déterminé a réussi à anéantir complètement une famille de planteurs qui se croyaient éternels. Mais il y a aussi, dans le cœur de Toussaint, une mélancolie inattendue. Car avec la mort de Valcourt disparaît le dernier témoin de son crime, le seul homme qui connaissait la vérité sur le sort de Philippe. Cette solitude du secret commence à peser sur l'ancien esclave comme un fardeau inattendu. Les années qui suivent la mort du planteur transforment progressivement Toussaint en une figure respectée de la communauté locale. Homme libre, propriétaire d'un petit lopin de terre qu'il a réussi à acheter grâce à ses économies, il incarne aux yeux de tous la réussite possible de l'ancien esclave intégré dans la nouvelle société post-abolition. Sa réputation de travailleur honnête et de sage conseiller lui vaut l'estime de ses voisins qui ignorent tout de son passé vengeur.
Mais cette respectabilité nouvelle pèse étrangement sur les épaules de Toussaint, car pour la première fois de sa vie, il goûte ce qu'il n'avait jamais connu sous l'esclavage: la reconnaissance sociale, l'affection sincère, la confiance d'autrui. Des sentiments qui entrent en contradiction douloureuse avec la vérité de ses actes passés. Comment accepter l'amitié de ses voisins quand on sait qu'on a tué un homme de sang-froid? Comment recevoir les félicitations de la communauté quand on porte en soi le secret d'un meurtre atroce? Cette contradiction interne torture Toussaint plus qu'il ne l'avait anticipé. Dans les premières années qui suivirent sa vengeance, il n'avait ressenti que satisfaction et soulagement. La justice rendue à Petit-Jean lui suffisait, et la souffrance de Valcourt constituait un spectacle dont il ne se lassait pas. Mais maintenant que le planteur est mort et enterré, maintenant que la vengeance est complètement accomplie, un vide étrange s'installe dans le cœur de l'ancien esclave. Ce vide se remplit progressivement de questions qui n'avaient jamais effleuré son esprit auparavant. Philippe de Valcourt méritait-il vraiment de mourir pour les crimes de son oncle? Le jeune homme, arrogant et méprisant certes, était-il responsable de la mort de Petit-Jean? N'était-il pas, lui aussi, victime d'un système qui l'avait conditionné depuis l'enfance à considérer les esclaves comme des biens meubles? Ces interrogations tardives rongent Toussaint comme un acide moral, dissolvant lentement la certitude qu'il avait portée pendant tant d'années. Les nuits de Toussaint deviennent à leur tour peuplées de fantômes. Petit-Jean apparaît parfois dans ses rêves, non plus comme la victime innocente qu'il fallait venger, mais comme un enfant perplexe qui demande pourquoi il a fallu tuer Philippe pour le venger. Le jeune Valcourt hante également ses songes, non pas comme un ennemi abattu, mais comme un homme qui aurait pu devenir différent s'il avait vécu assez longtemps pour comprendre les injustices du système colonial. Même les chiens reviennent le visiter dans ses cauchemars, mais transformés eux aussi par cette réévaluation morale tardive. Hercule et ses compagnons ne lui apparaissent plus comme les instruments dociles de l'oppression, mais comme des animaux innocents qu'il a utilisés pour commettre l'irréparable. Car en nourrissant les molosses avec la chair de Philippe, Toussaint les a transformés malgré eux en cannibales, souillant leur nature animale par un acte contre nature. Ces remords tardifs affectent la santé de Toussaint. L'homme robuste qu'il était commence à décliner, rongé de l'intérieur par une culpabilité qu'il ne peut partager avec personne. Il maigrit, vieillit prématurément, développe des troubles du sommeil et de l'appétit qui inquiètent son entourage. Les gens l'attribuent aux épreuves de l'esclavage, aux traumatismes accumulés pendant tant d'années de servitude, mais lui seul connaît la vraie cause de cette dégradation. La religion, qu'il avait jusqu'alors pratiquée mollement, prend une importance croissante dans sa vie. Toussaint se rend de plus en plus souvent à l'église, participe à toutes les messes, multiplie les confessions. Mais devant le prêtre, il ne trouve jamais le courage d'avouer son crime. Comment expliquer à un homme de Dieu qu'on a tué quelqu'un et donné son corps en pâture à des chiens? Comment faire comprendre que cet acte atroce était motivé par un désir de justice, pas par une soif de sang? Le père Martineau, le curé de la paroisse, remarque bien le trouble de Toussaint, mais attribue ses tourments à des péchés véniels, à des remords ordinaires liés à la condition humaine. Il prodigue à l'ancien esclave des conseils de routine sur le pardon et la rédemption, ignorant qu'il a en face de lui un homme qui porte l'un des secrets les plus terribles de l'île. En 1868, alors que Toussaint atteint l'âge de 63 ans, un événement inattendu vient bouleverser sa vie désormais réglée. Un jeune journaliste de Fort-de-France, Pierre Lafontaine, entreprend une série d'enquêtes sur les mystères non résolus de l'époque coloniale. Parmi ces affaires, la disparition de Philippe de Valcourt retient son attention, car elle concentre tous les ingrédients d'un fait divers passionnant. Un jeune noble disparu mystérieusement, une famille de planteurs qui sombre dans la ruine, des circonstances troubles jamais élucidées. Lafontaine interroge les témoins encore vivants de cette époque, consulte les archives de la gendarmerie, reconstitue les derniers jours de Philippe avec un acharnement journalistique qui glace le sang de Toussaint. Car l'ancien esclave comprend que si cette enquête se poursuit, elle finira inévitablement par découvrir des indices, établir des liens,
poser les bonnes questions. Et lui, qui a si bien su mentir pendant 20 ans, sent qu'il ne pourra pas indéfiniment résister à un interrogatoire serré mené par un professionnel de l'investigation. L'angoisse de Toussaint atteint son paroxysme quand La Fontaine vient l'interroger directement. Le journaliste a identifié l'ancien esclave comme l'un des derniers témoins directs de l'époque Valcourt, et il compte bien exploiter sa mémoire pour reconstituer les événements. L'entretien dure plusieurs heures, durant lesquelles Toussaint doit mobiliser toutes ses ressources pour maintenir sa version officielle des faits. La Fontaine est perspicace, méthodique, et surtout, il n'a pas les préjugés raciaux qui auraient empêché un enquêteur de l'époque coloniale de soupçonner un esclave. Il remarque les hésitations de Toussaint, ses contradictions mineures, son trouble évident quand certains sujets sont abordés. Mais il n'a pas assez d'éléments pour formuler des accusations précises, et il se contente de noter ses observations en se promettant de revenir quand il aura rassemblé plus d'informations. Cette visite marque un tournant décisif dans l'existence de Toussaint. Il comprend que son secret, si bien gardé pendant 20 ans, risque d'être découvert par les méthodes modernes d'investigation. Cette perspective l'emplit d'une terreur qu'il n'avait pas ressentie depuis sa jeunesse d'esclave. Car maintenant, il a quelque chose à perdre. Sa réputation, sa tranquillité, l'affection de ses voisins, sa liberté peut-être. La mort vient le libérer de cette angoisse en 1872. Toussaint s'éteint dans son lit, entouré des membres de la communauté qui l'ont adopté comme l'un des leurs. Ses dernières heures sont apaisées, car il a enfin trouvé le courage de se confesser. Non pas au père Martineau, qui n'aurait pas compris la complexité morale de son acte, mais à Dieu directement, dans le secret de son cœur. Sur son lit de mort, Toussaint confie néanmoins un récit confus de cette affaire au jeune père Augustin, un prêtre récemment arrivé de métropole qui assiste à ses derniers moments. Il lui raconte l'histoire de Petit Jean, la cruauté de Valcourt, sa propre vengeance, la mort de Philippe et le secret gardé pendant tant d'années. Mais il le fait d'une manière si elliptique, si mêlée de délire agonique, que le religieux ne sait pas s'il faut prendre ses révélations au sérieux ou les attribuer aux divagations d'un mourant. Le père Augustin, troublé par ces confidences, choisit finalement de garder le silence. Il ne connaît pas assez le contexte local pour juger de la véracité de ses propos, et surtout, il ne voit pas l'utilité de révéler des secrets qui ne feraient que raviver d'anciennes douleurs sans servir la justice. Toussaint emporte donc son secret dans la tombe, emportant avec lui la clé du mystère de la disparition de Philippe de Valcourt. L'enquête de Pierre La Fontaine s'enlise faute d'éléments nouveaux. Le journaliste publie bien un article sur cette affaire dans le journal de Fort-de-France, mais il ne peut que constater l'impasse de ses recherches. Il évoque les zones d'ombre de cette disparition, les comportements troublants de certains témoins, les incohérences de l'enquête officielle, mais il ne parvient pas à proposer une explication satisfaisante du mystère. Seul subsiste, dans les archives départementales de la Martinique, cette phrase énigmatique qui avait ouvert notre récit et qui prend maintenant tout son sens. Les chiens de la plantation Valcourt ont cessé d'aboyer le 23 octobre 1847. Une mention administrative banale, rédigée par un greffier consciencieux, mais qui résume à elle seule l'une des vengeances les plus parfaites et les plus terrifiantes de l'histoire des Antilles françaises. Aujourd'hui, 150 ans après ces événements, les ruines de la plantation Valcourt disparaissent lentement sous la végétation tropicale luxuriante. La forêt a repris ses droits sur les champs de canne à sucre, les lianes envahissent les murs de la grande maison. Les arbres poussent à travers les toitures effondrées. La nature martiniquaise, avec sa force de régénération extraordinaire, efface progressivement les traces de cette tragédie humaine. Les habitants de la région racontent parfois aux touristes l'histoire de cette famille de planteurs qui a mystérieusement décliné après l'abolition de l'esclavage. Ils évoquent avec un mélange de fascination et de répulsion ces maîtres cruels qui dressaient leurs chiens pour traquer les esclaves fugitifs. Mais personne ne mentionne Philippe, personne ne parle de Toussaint, et personne ne soupçonne la véritable nature
de ce qui s'est passé cette nuit d'octobre 1847. Seuls quelques érudits locaux, passionnés d'histoire coloniale, s'intéressent encore à cette affaire. Ils ont retrouvé les articles de La Fontaine dans les archives de la presse locale, consulté les rapports de gendarmerie de l'époque, reconstitué la généalogie de la famille Valcourt. Mais ils restent aussi perplexes que le journaliste du XIXe siècle devant ce mystère apparemment insoluble. Car la vérité sur la disparition de Philippe de Valcourt dépasse tout ce que l'imagination la plus fertile pourrait concevoir. L'idée qu'un esclave ait pu organiser une vengeance si sophistiquée, si patiente, si parfaitement exécutée, heurte les préjugés tenaces sur les capacités intellectuelles des opprimés. L'idée qu'un homme ait pu tuer un autre homme et le donner en pâture à des chiens dépasse les limites de ce que la morale ordinaire peut accepter. Pourtant, dans le silence des archives et la discrétion des témoignages muets, cette vérité continue d'exister. Elle vit dans les mots elliptiques des documents officiels, dans les silences éloquents des rapports d'enquête, dans les détails troublants que personne n'a jamais su interpréter correctement. Elle attend peut-être qu'un chercheur plus perspicace que les autres, ou simplement plus audacieux dans ses hypothèses, vienne un jour la exhumer de sa gangue de mystères. Les chiens, eux, ne sont plus qu'un souvenir enfoui dans la mémoire collective de l'île. Mais leur silence de ce matin fatidique résonne encore dans les mornes de la Martinique, témoignage muet d'une vengeance aussi parfaite qu'atroce, d'une justice aussi nécessaire qu'irréversible. Car il existe des crimes si terribles qu'ils appellent des châtiments à leur mesure. Et parfois, la justice la plus implacable emprunte les chemins les plus inattendus pour s'accomplir. Dans cette histoire qui défie l'entendement, chaque protagoniste a payé le prix de ses actes. Valcourt a expié la cruauté de sa jeunesse dans la folie de ses dernières années. Philippe a payé de sa vie l'arrogance de sa caste et les crimes de son oncle. Toussaint a obtenu sa vengeance au prix de sa tranquillité d'âme et de son innocence morale. Même les chiens, instruments innocents de cette tragédie, ont payé leur tribut en devenant malgré eux les complices involontaires d'un infanticide. Il ne reste aujourd'hui de toute cette histoire que des traces éparses, des indices fragmentaires, des silences éloquents. Et cette question qui continue de hanter les esprits curieux: que s'est-il vraiment passé cette nuit d'octobre 1847 dans la plantation Valcourt? La réponse dort peut-être pour l'éternité dans les archives poussiéreuses de Fort-de-France, ou dans la mémoire orale d'une communauté qui a choisi d'oublier pour mieux guérir de ses blessures. Mais pour ceux qui savent écouter le silence des témoins muets, pour ceux qui savent lire entre les lignes des documents officiels, pour ceux qui comprennent que l'histoire la plus vraie se cache souvent dans les détails que personne n'ose consigner par écrit, cette vérité continue d'exister. Elle attend simplement qu'on veuille bien la regarder en face, dans toute sa complexité morale et toute son horreur fascinante. Car après tout, comme le murmurait Toussaint dans son délire agonique au père Augustin, la justice n'a pas toujours le visage qu'on attend d'elle. Parfois, elle emprunte les crocs des chiens et la patience des opprimés pour se faire entendre. Des paroles énigmatiques qui résument peut-être mieux que tout discours savant la véritable leçon de cette histoire oubliée des Antilles françaises.